Top départ pour la campagne de recensement 2022 qui a débuté la semaine dernière en Guyane comme dans le reste de la France et qui va durer un mois jusqu'au 26 février. Un recensement qui l'an dernier avait été annulé à cause de la situation sanitaire. 10 communes sont concernées cette année avec à la clé un nombre important de conséquences pour le territoire puisque le recensement détermine un certain nombre de réglementations ainsi que le montant des dotations de l'État pour les communes. Pour en parler, nous sommes ce matin avec Luciano Valloni. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Luciano Valloni, vous êtes chef de la division Action Régionale à l'INSEE Guyane, l'institut qui est chargé de compter combien nous sommes sur le territoire. Je l'ai dit, il y a 10 communes qui sont concernées cette année par la campagne de recensement. Comment est-ce que vous choisissez ces communes ? Comment ça se passe ? D'autant qu'on ne recense pas de la même manière une commune de plus de 10 000 habitants et de moins de 10 000 habitants. Donc le recensement des communes est fixé et déterminé selon un planning pluriannuel. Donc les communes de plus de 10 000 habitants, il n'y a pas le choix, elles sont recensées tous les ans pour partie sur le territoire. D'accord. Alors c'est parmi la nouveauté de cette année, il y a la commune de Mana qui est en franchissement de seuil, comme on dit chez nous. Ça veut dire qu'auparavant elle était en dessous des 10 000. Exactement. Elle est en dessous des 10 000 et actuellement elle est au-dessus de 10 000. Donc elle va à partir de cette année être recensée tous les ans. Tout comme Makourial a franchi le seuil en 2018 également. Donc actuellement 8 communes de plus de 10 000 habitants. Cayenne, Rémire, Makouria, Kourou, Saint-Laurent, Maripasoula et Mana. Exactement. Ouais. Et puis selon un système de rotation, toutes les communes de moins de 10 000 habitants sont recensées une fois tous les 5 ans. Et cette année, c'est Awalaya Limpopo et Irakubo. Et pour ces 10 communes, du coup, ces 8 communes de plus de 10 000 habitants et ces 2 communes de moins de 10 000 habitants, à savoir Awalaya et Irakubo, vous allez interroger toute la population ou bien vous avez quand même ciblé certaines zones à quadriller ? Alors, pour les communes de moins de 10 000, c'est simple, c'est comme avant, c'est ce qu'on appelle le recensement exhaustif. On va interroger toute la population. Tout le monde. L'avancée de la réforme qui a eu lieu depuis 2004, c'est que le pas est régulier tous les 5 ans. Alors qu'avant, il était un petit peu irrégulier. D'accord. Donc là, pour les communes de moins de 10 000, ça va. Pour les communes de plus de 10 000, la méthode est différente. Donc tous les ans, une partie de la commune, alors choisir, le mot est un peu réducteur, mais il faut bien savoir que le recensement en amont, il y a un gros travail qui est fait. Il s'agit de repérer les bâtis et de distinguer les bâtis qui sont des logements des bâtis qui seraient autre chose. D'accord. Donc dans les communes de plus de 10 000, comme pour les communes de moins de 10 000, ce travail est effectué par l'INSEE, par l'équipe qui est managée par Dominique Pollux, la division du recensement, et en lien étroit avec les communes où il y a des correspondants RIL. Alors le RIL, on va dire, ça signifie registre des immeubles localisés. Donc il y a des correspondants en mairie pour effectuer ce travail avec l'INSEE et vérifier que l'on a pris tous les bâtis et en particulier les bâtis non formels. C'est-à-dire que on va passer partout où il y a du monde, indépendamment du fait que ça soit légal ou illégal. Et c'est ce qui est important. Et ensuite, c'est une méthode dite par sondage. Alors, j'insiste, nous ne sommes pas un institut de sondage. Donc, il y a une vraie différence entre les deux. C'est pas la même chose. On est un institut national de statistique, donc avec une méthodologie forte. D'ailleurs, l'INSEE est à la pointe au niveau européen et au niveau d'Eurostat sur ces questions-là. Sur ces questions de recensement, vous voulez dire ? Sur ces questions de méthodologie. D'une manière générale. Donc, et pour ces communes, ce n'est qu'une partie de la commune qui va être collectée chaque année, celle qui sera tirée au sort. Et il s'agit pour nous de recenser toutes ces personnes. Alors, il y a des personnes qui ne vivent pas dans des bâtis. Donc, celle-ci, c'est une fois tous les 5 ans dans les communes de plus de 10 000. C'est cette année. Ça devait être l'an dernier, c'est cette année. Donc, c'est toutes les personnes qu'on va trouver qui dorment dehors, qui n'ont pas d'habitation, et aussi celles qui dorment sur des habitations dites mobiles. Par exemple, les plaisanciers qui sont à l'année, ou alors, on n'en a pas ici, mais les personnes qui vivraient dans des caravanes et j'en passe. Donc ça veut dire en fait qu'en amont de la campagne de recensement, il y a tout un travail de découpage finalement du territoire pour choisir quelle zone vous allez recenser précisément. Tout à fait. En amont, il y a un travail de repérage des bâtis pour qu'ensuite l'équipe qui s'occupe de tirer les logements qui seront recensés et effectivement l'exhaustivité de ce qui existe sur le territoire. Et donc, à ce moment-là,
ce travail est extrêmement important de trouver où les gens sont. Et il y en a qui sont dans des endroits, dans des bâtis où il faut vraiment les chercher. Donc tous les moyens sont mis en œuvre pour les retrouver ces bâtis, pour pouvoir qu'ils soient effectivement recensés. Ça correspond à combien de personnes à peu près pour ces 10 communes que vous allez recenser cette année? L'INSEE va interroger combien d'habitants à peu près, évidemment? À peu près, si je donnais un chiffre, on va simplement additionner les populations légales de toutes ces communes. On est sur des ordres de grandeur, évidemment. Environ, on a les 2 plus grosses communes de Guyane, donc on a déjà plus de 100 000 et quelques habitants. Donc on est sur quelque chose autour de 180 000 habitants, mais c'est un ordre de grandeur évidemment, c'est pas anticipé. Non, évidemment. Et qui est-ce que vous interrogez, Luciano Valloni? Je vous pose la question parce que de nombreuses personnes, c'est un discours qui revient très souvent, pensent notamment que la population étrangère n'est pas correctement recensée sur le territoire. Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous faites exactement sur cette question-là? Alors, cette population étrangère est recensée. Alors, je vais prendre le cas des communes de moins de 10 000, pour que ça soit assez simple. Sur les communes de moins de 10 000, on interroge tout le monde. Donc, évidemment, on va interroger la population étrangère, qu'elle soit avec ou sans papier, qu'elle soit légalisée ou pas encore légalisée, qu'elle soit dans les rues ou dans les habitations, puisque pour les communes de moins de 10 000, comme j'ai dit, c'est de l'exhaustif. Donc, on va passer tout le temps partout, on va prendre les habitations mobiles. Pour les communes de plus de 10 000 habitants, c'est la même chose pour tout ce qui s'agit du bâti, des gens qui vivent dans des maisons ou dans des habitats de fortune ou dans des squats ou voilà, dès qu'ils sont logés et que l'agent recenseur y passe. Et pour celles qui sont là, dans la rue, ce serait donc une fois tous les 5 ans. Alors, je tiens à préciser, alors, on se dit oui, une fois tous les 5 ans, donc on peut en rater. Je rappelle un petit peu d'histoire. Le recensement avant, c'était tous les 7 ans, voire tous les 9 ans, 90, 99. Et évidemment, entre les deux, il n'y avait rien. Et là, la méthode est largement améliorée. Alors, je sais qu'on entend, mais pourquoi pas de l'exhaustif tous les ans? C'est juste impossible, quoi. C'est pas possible. Ou alors avec des moyens qui seraient faramineux. Et est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que le surcoût couvrirait l'apport en dotation globale de fonctionnement pour les mairies? Il faudra attendre 2025 pour connaître les données là, que vous allez recueillir cette année. Comment ça se fait du coup que ce soit aussi long? J'ai bien compris que c'est moins long qu'auparavant, mais qu'est-ce qui explique finalement ce délai? Le délai, c'est justement, comme j'ai dit tout à l'heure, on a un Institut national de statistique, donc il faut donner des données qui sont vérifiées, des données définitives. Donc, pour le coup, ça prend un peu de temps en vérification, parce qu'il y a un certain nombre de vérifications à effectuer en aval. Il y a un certain nombre de traitements, puisqu'il y a des personnes qui ne sont pas là, des gens qui vont être partis, par exemple, du territoire pour se faire soigner. Il faut l'ensemble des informations pour sortir la population légale à N+3. Donc, ça prend un peu de temps, ça prend beaucoup moins de temps qu'avant. Ça prend un peu de temps pour la population légale. Néanmoins, tous les ans, nous publions des estimations de population, toujours pareil, avec des données qu'on a consolidées sur le solde naturel. Ça prend beaucoup moins de temps, puisque c'est les naissances et les décès, c'est assez simple à suivre. Et après, il s'agit de consolider les entrées-sorties du territoire, où là, ça prend un tout petit peu de temps, en particulier entre communes. Donc, dans l'ensemble, avec l'extérieur, l'ensemble de la Guyane avec l'extérieur, ça reste compliqué, mais c'est beaucoup moins compliqué que de commune à commune. Et ce délai, d'ailleurs, il est aujourd'hui critiqué par un certain nombre d'élus en Guyane qui estiment que compte tenu de la pression démographique et du taux de natalité qui est très élevé en Guyane, il faudrait le raccourcir, ce délai. Est-ce que, à vos yeux, ce serait quelque chose auquel il faudrait réfléchir? Alors, il y a des discussions qui sont en cours. Il y a quand un certain nombre de projets en lien avec le recensement. Il y a une commission qui va se pencher sur la question là, dans les mois qui viennent. Donc elle dira effectivement si le délai est trop court ou pas. Ce que l'on peut se rendre compte, c'est que ces questions sont en lien avec les dotations globales de fonctionnement et en lien avec ce que vous dites, c'est une pression qui augmente. Mais l'INSEE démontre bien que la pression augmente, puisqu'après Mayotte,
la Guyane est le territoire où nous affichons en fait une progression la plus forte sur tout le territoire national. Et pour avoir un ordre de grandeur, il faut avoir dans l'idée qu'en 1960, en Martinique, par exemple, il y avait 290 000, 292 000 habitants. Aujourd'hui, on est à 354 000 environ, en ayant passé un pic, on va dire ça comme ça. En Guyane, il y avait 33 500 habitants. Nous en annonçons 294 618. On voit qu'on note bien une multiplication très, très, très importante. Voilà. Puisqu'on parle de chiffres, Luciano Valloni, qu'est-ce que vous pensez de ce chiffre qui revient très souvent, à savoir que la population guyanaise, ce serait en réalité 400 000 habitants? Vous qui êtes statisticien et qui regardez finement, on va dire, les données que l'INSEE recueille. Alors, quand quelqu'un annonce un chiffre, justement, comme je suis dans les chiffres et statisticien, comme vous dites, moi, ce que je demande aux gens, c'est leur source, c'est essentiel, c'est comment ils obtiennent ces chiffres. Parce qu'évidemment, on a le recensement, mais il y a des indicateurs démographiques à côté qui permettent d'appréhender... Lesquels, par exemple? Par exemple, le nombre d'enfants en demande d'inscription à l'école, parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup qui vont, par exemple, demander des inscriptions, qui ne vont pas être inscrits. Les démarches qui vont être faites auprès de toutes les administrations présentes sur le territoire, en particulier la Caisse générale de sécurité sociale, la Caisse d'allocation familiale, les demandes d'asile, les demandes de papier. La consommation d'électricité aussi. La consommation d'électricité. Donc, il y a un certain nombre d'indicateurs témoins qui peuvent indiquer où on en est. Donc, je ne veux pas discuter de la réalité ou de la valeur des chiffres des uns ou des autres, c'est pas mon rôle. Le nôtre, c'est de dire que nous avons une méthode, que nous la mettons en œuvre, qu'il n'y a aucune méthode fiable à 100%, mais nous annonçons autour de 300 000, 294 618, 400 000, voilà, on demande des preuves. En fait, pas des preuves, mais comment on l'obtient en fait, 400 000. Alors, régulièrement, Luciano Valloni, l'INSEE est suspecté de ne pas être une institution indépendante à l'échelle nationale. Hein. C'est pas du tout une problématique guyanaise par certains universitaires, par certains hommes politiques, par des élus, par des maires. Sur la question du recensement, comment dire, ce qui est rapporté, c'est que l'INSEE travaille pour l'État. Est-ce que vous travaillez de façon indépendante? Oui, on est fonctionnaire d'État, évidemment. On ne va pas le nier et tourner autour du pot. Par contre, on travaille de manière indépendante et l'idée n'est pas d'avoir une feuille de route fixée par l'État qui dirait il faut que ça soit comme ci ou il faut que ça soit comme ça. Et en gros, quoi qu'on dise, on sera toujours contesté. Je vous prends un exemple simple. Vous avez le gouvernement qui est en place. L'INSEE, c'est l'institut qui mesure le taux de chômage au sens du BIT, celui qui permet les comparaisons entre les pays à travers le monde. Le Bureau international du travail. Voilà. Donc l'INSEE va dire le chômage y baisse. Le gouvernement va sauter sur l'occasion pour dire ça confirme bien qu'on travaille correctement. On a toujours dit qu'on travaille correctement et l'INSEE va dire non, le chômage il augmente. Et là, c'est l'opposition qui va monter au credo pour dire on voit bien, on l'a toujours dit, le gouvernement ne fait rien. Quoi qu'on dise, on sera critiqué. Personne n'est jamais content. Ça va être difficile puisqu'il y a des gens qui ont des intérêts, on va dire, orthogonaux par rapport aux chiffres que nous allons publier. Donc, on sait bien que de toute façon, on va pas faire l'unanimité. Par contre, je tiens à dire, il est important de se rendre compte qu'il y a des agents qui travaillent. Si on prend le cas du recensement en particulier, qui font très correctement leur travail, qui sont largement impliqués, qui vont passer des nuits à Maripasoula, par exemple, qui vont passer des semaines pleines et entières sur le terrain aux quatre coins du territoire. Et nous savons que nous sommes sur un territoire vaste. Et grand. Si vous voulez, on pourra en dire quelques mots tout à l'heure. Et d'entendre certains propos peut laisser croire à certains agents qu'en fait, ils feraient délibérément mal leur travail. Il faut rappeler que tout le monde a une conscience professionnelle et il s'agit de faire... Si les chiffres démontrent qu'il y a 400 000 habitants en Guyane, il n'y a aucune raison que l'INSEE dise qu'il y en a 300 000. Il y en a combien d'ailleurs de ces agents recenseurs qui vont sillonner la Guyane pour compter la population? Alors, d'agents recenseurs, il y en a environ 58 de mémoire, je ne veux pas dire de bêtises, oui, mais c'est ça. C'est suffisant? En fait, on y reviendra. Par contre, il y a une équipe au bureau composée de 6 agents qui travaillent énormément et je tiens à le rappeler. Ces agents recenseurs, en fait, ils sont recrutés par les mairies. Il faut bien le savoir que c'est pas l'INSEE qui les recrute.
ces agents sont recrutés par les mairies. Oui, la campagne de recensement, c'est vraiment une collaboration entre d'un côté l'INSEE et de l'autre toutes les communes. Hein. Et la collecte est entièrement sous la responsabilité de la mairie, avec le soutien et l'aide de l'INSEE, mais sous la responsabilité de la mairie. L'INSEE préconise un certain nombre d'agents recenseurs. Il y a des communes qui se collent à la préconisation. Il y a des communes qui font plus parce qu'elles se disent que sur leur territoire si vaste, le nombre préconisé ne va peut-être pas correspondre. Et puis il faut savoir qu'il y a quelques communes qui font moins. Donc après, chaque commune fait en fonction de ses contraintes et de ses priorités et de ses moyens. Et donc pour le coup, chaque agent recenseur fait, en tout cas à mon sens, le maximum pour effectuer pour rendre le service pour lequel ils sont embauchés. Alors la nouveauté de cette année, c'est ce dispositif étendu à toute la France et qui consiste à limiter, on va dire, les contacts entre les gens recensés et les agents. Ça va se passer en partie sur Internet, hein, c'est bien ça ? Alors, la nouveauté, c'est pas Internet cette année. Internet a démarré depuis avant. Depuis 2018. Voilà. Ouais. La nouveauté cette année, alors moi j'appelle ça le recensement sans contact. L'INSEE l'appelle le recensement séquentiel. D'accord. C'est une petite nuance dans l'Internet. C'est-à-dire que les 2 premiers jours de collecte qui sont passés, et en amont de la collecte déjà, dans ce qu'on appelle la tournée de reconnaissance, qui prépare le recensement, les agents recenseurs vont vérifier est-ce qu'il y a eu une petite évolution entre le dernier moment où on était passé et puis avant la collecte. Ils vont regarder si tout va comme ça devait aller ou s'il y a des nouvelles choses. À ce moment-là, ils ont identifié des habitations particulières où il y a une seule maison et une boîte aux lettres en face, de manière à ce que ça soit complètement lié et qu'au final, pour ces maisons-là, ils les ont seulement identifiées. Et les 2 premiers jours de collecte, ils sont passés pour y déposer un formulaire Internet et puis une lettre pour expliquer. D'accord. Et fixer un délai. Et donc, sans contact avec ces habitants, et le but est de vérifier est-ce que sans aucun contact physique entre l'agent recenseur et les habitants, on peut faire de la collecte et de la collecte par Internet. La collecte par Internet continue tout au long de la collecte. C'est une alternative à la collecte en papier. Donc pour ceux qui ont la capacité, pour ceux qui ont la connexion, l'agent recenseur va leur proposer de la collecte papier ou de la collecte Internet et le ménage va choisir de répondre. D'accord, ça se fera vraiment sur les 2 plans. Dernière question, Luciano Valloni, parce qu'il est déjà 7h32. Je l'ai dit en introduction, hein, les chiffres que vous délivrez, que l'INSEE délivre, ils ont des conséquences importantes. C'est pour ça qu'on parle d'ailleurs de population légale, parce que ce sont des données qui vont être ensuite utilisées par les pouvoirs publics. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples pour qu'on se rende bien compte de ce à quoi servent les données du recensement exactement ? Alors tout à fait. Population légale, on enlève l'idée des gens, pas les gens qui sont en situation de légalité légale sur le territoire. Population légale. Qui a force de loi. Voilà. Au sens où c'est celle qui est retenue pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement. Les exemples, une fois qu'on a dit la dotation globale de fonctionnement, on a dit beaucoup de choses. Donc l'argent que l'État va donner aux communes. Et petite précision, pour les enfants mineurs qui par exemple seraient au lycée, habiteraient, je dirais n'importe quoi, Saint-Laurent et qui seraient au lycée de Mana à l'internat, ils comptent dans les 2 communes pour la dotation globale de fonctionnement. D'accord. Je tiens à le rappeler, il y en a beaucoup qui s'en rappellent pas. Et donc, il y a par exemple, l'implantation des pharmacies sur un territoire est liée au nombre de personnes qui y habitent. Au nombre de personnes qui y habitent. Et puis, toutes les politiques, on va dire, en termes social, vont tenir en compte de ces niveaux de population. Le nombre de crèches, d'établissements scolaires, de pharmacies, vous l'avez dit. Pharmacies et d'écoles, on en parle beaucoup, parce que plus il y a d'enfants, plus il y a besoin d'écoles. Et plus la natalité est forte et en progression, plus on doit anticiper un besoin en crèche, en école et tout ça. Donc en fait, le manque de place aujourd'hui dans les établissements scolaires ne vient pas des chiffres de l'INSEE, mais des moyens qu'alloue le gouvernement à ce secteur-là ? Vous voulez me faire dire quelque chose où je ne suis pas autorisé à parler sur le nombre de places, puisque nous ne construisons pas des écoles, vous l'avez dit, nous faisons des stats et nous comptons. Un dernier mot, si vous permettez. Bien sûr. Pour appréhender l'immensité du territoire, il y a une donnée que j'aime bien partager, c'est qu'il y a environ plus de 30 000 communes en France, et en termes de taille, parmi les 31 plus grandes communes du territoire, il y a 19 des communes guyanaises. La plus grande étant Maripasoula. La plus grande, mais c'est ce qu'on oublie, c'est qu'il y en a 19 parmi les 31 sur les 30 000
Donc ça donne une idée du gigantisme. J'avais beaucoup d'autres questions, Luciano Valloni, à vous poser, mais malheureusement, on a explosé le temps qui nous est imparti. On vous réinvitera pour faire le point. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, on le rappelle. Vous êtes le chef de la division Action Régionale à l'INSEE Guyane à l'occasion de cette campagne de recensement qui a commencé la semaine dernière et qui durera un gros mois jusqu'à la fin du mois de février. Radio